Ce jour-là, sous le regard sidéré du maire de Marseille, Siméon Flessière, un ingénieur autodidacte, Ferdinand Arnaudin, natif de Châteauneuf-sur-Loire, déplie lentement les plans de son fabuleux projet pour la cité phocéenne, celui d'une sorte de tour Eiffel, moins haute mais beaucoup plus large que son aîné, réalisé 16 ans plus tôt. Cette sorte de sauterelle en fer rendrait d'immenses services à la ville. Comme le maire semblait dubitatif, « C'est un pont à transbordeur », lui dit Arnaudin. Siméon Flessière lève les yeux vers le ciel d'un air désolé. Alors, l'ingénieur crut bon d'être plus explicite. C'était peut-être un projet un peu fou, mais qui ne coûterait rien à la ville, car entièrement financé par son concepteur, c'est-à-dire lui-même, ce qui ne pouvait que réjouir le maire et enchanter son conseil municipal, toujours économe des deniers publics. Arnaudin évoqua ensuite les problèmes récurrents de la circulation automobile à Marseille, qui devenait de plus en plus anarchique et problématique. Albert Londres parlait même du grand pugilat des véhicules. Vous allez vers la paralysie circulatoire, monsieur le maire, lui dit Arnaudin. Le pont à transbordeur est la solution de votre problème, une solution à la fois élégante et moderne. Flessière, toujours favorable aux innovations et au progrès dans tous les domaines, était déjà convaincu. Mais il se garda bien de le laisser entrevoir et exhiba une moue sceptique. Arnaudin affûta alors ses arguments et précisa. Cette solution a déjà fait ses preuves dans plusieurs villes, dans le monde, et à Nantes. À Nantes? Ah, voilà qui fit tilt dans l'esprit du maire, car Marseille et Nantes, les deux grands ports français, se livraient depuis longtemps à une concurrence amicale. Si Nantes avait réalisé ce projet, pourquoi Marseille hésiterait-elle? Nous étions en 1899. Il fallut attendre plus de 5 ans pour que le projet se réalise en 19 mois à peine, et que le pont transbordeur devienne rapidement aussi emblématique que la Bonne Mère et le Château d'If. Le 8 mars 1902, le président de la République, Émile Loubet, décrétait d'utilité publique l'établissement entre le quai de la Tourette et le boulevard du Pharaon d'un pont à transbordeur pour la traversée du Vieux-Port et concédait pour une durée de 75 ans l'exploitation du pont à Ferdinand Arnaudin. Ah, celui-ci était le plus heureux des hommes lorsqu'il apprit la bonne nouvelle. Né à Sainte-Foy-les-Lyons en octobre 1845, Ferdinand Arnaudin était arrivé très jeune à Châteauneuf-sur-Loire, charmante petite commune du Loiret, où il avait suivi son père, qui travaillait pour le compte de la maison Seguin Frères comme chef de travaux. Marc Seguin, petit-neveu et disciple de Joseph de Montgolfier, avait expérimenté dès 1822 le tout premier pont suspendu à fil de fer du monde au-dessus de la rivière Cance en Ardèche, puis construit le premier grand pont suspendu d'Europe à Tournon-sur-Rhône en 1825. On connaît par ailleurs la fameuse locomotive Seguin, qui fit ses premiers tours de roue en octobre 1829, avant celle de George Stephenson. Ferdinand Arnaudin tomba donc très jeune dans la marmite.
si je puis dire, et se passionna pour la construction des ponts. À l'école professionnelle d'Orléans, où l'envoya son père, il apprend les différents métiers de charpentier, de tailleur de pierre, du travail des pièces métalliques. À 21 ans, après la mort de son père, il est embauché comme inspecteur des ponts par la Société Générale des Ponts à Péage, nouvelle société des frères Seguin, et son premier grand chantier, les ponts suspendus de Kermélo, dans la commune de Ploemeur, dans le Morbihan. Mais la construction des ponts suspendus s'arrête brusquement en France à la suite de l'effondrement du pont des Chênes d'Angers en 1850 et celui de la Roche-Bernard l'année suivante. Ferdinand ne baisse pas les bras pour autant et relance la construction en améliorant la stabilité des ponts et la solidité du matériel, colonnes de tablier et câbles. C'est à partir de 1887 qu'il se lance dans la construction des ponts transbordeurs, dont il est considéré comme l'inventeur. Celui de Marseille fut fabriqué à Châteauneuf-sur-Loire, les éléments expédiés par train et réceptionnés en gare Saint-Charles furent acheminés sur les quais par une noria de camions attelés à de robustes chevaux. Avec ces deux pylônes de 86 mètres de hauteur sur chaque quai du Vieux-Port, espacés de 165 mètres et reliés par un tablier, c'est-à-dire la structure qui supportait les charges de circulation, était de 242 mètres. Il avait belle allure, notre pont transbordeur, avec sa nacelle suspendue à 2 mètres au-dessus de l'eau et qui pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes. Il fut inauguré le 23 décembre 1905 par Eugène Pierre, le premier adjoint du nouveau maire de Marseille, Amable Chanot, et en présence de l'ancien maire Siméon Flessière, dont la barbiche frémissante trahissait l'excitation. Avec cet ouvrage remarquable, Marseille entre résolument dans une ère nouvelle, indiqua Eugène Pierre devant les nombreuses personnalités présentes, le préfet Mastier, le président du conseil général Estier et le président de la chambre de commerce d'Esbief, qui avaient été toutes accueillies par Arnaudin et son chef de travaux sur la nacelle stationnant côté Fort Saint-Jean, décorée d'oriflammes et de plantes vertes exotiques. Sans heurts ni secousses, la nacelle chargée de ses invités prestigieux quitta l'embarcadère pour les amener devant la forteresse Saint-Nicolas. Là, sur une table avait été dressée, et tandis que le champagne coulait à flot, les discours se succédèrent, et le préfet puis les présidents de la chambre de commerce et du conseil général portèrent des toasts au succès de cette réalisation hors du commun et qui fascinait les spécialistes de mécanique comme les fervents du modernisme, sans parler des enfants qui adoreront emprunter la nacelle, vaste manège semblant flotter, survoler les flancs mirobolants avant de monter tout là-haut par l'escalier en colimaçon avec ses 440 marches en bois. Ah, ce sera pour eux une véritable fête qui les transportera au ciel. Pendant des décennies, essoufflés, le cœur battant, les joues rosies, les petits Marseillais découvriront avec le même enthousiasme ce formidable terrain d'aventure perché dans les airs et qui semblait avoir été imaginé tout spécialement à leur intention. L'absence d'Amable Chanot, le jour de l'inauguration, une absence qui lui fut beaucoup reprochée,
s'explique très vraisemblablement par la présence de Siméon Flessière, son adversaire de toujours, qui lui avait été annoncé l'avant-veille de l'inauguration. Mis en service dès le lendemain, le 24 décembre, le pont transporteur fut en quelque sorte le cadeau de Noël aux Marseillais du bon docteur Flessière, qui n'était pas peu fier de ce symbole de la modernité, lequel sera rapidement hissé au rang de monument phare de la cité phocéenne. De surcroît, ce cadeau, était-il rappelé, n'avait rien coûté à la ville, puisque c'est M. Arnaudin qui supportait la charge financière de la construction, 1 million de francs or, et de l'exploitation de cet arc de triomphe du port, lequel deviendra dans 75 ans notre propriété. Au cours de la cérémonie, très ému, Arnaudin déclama quelques vers, probablement de son cru. Ici est la porte de la France pour le voyageur venu d'Orient. Porté par le flot bleu, sa vue lui donne l'espérance qu'en ce pays il aura agrément plus qu'un autre lieu. Au fil des mois et des années, le pont transbordeur allait s'imposer comme un outil touristique de première grandeur qui rapporta des devises et participa à la prospérité de Marseille à la belle époque. La porte de la France fut reproduite dans les moindres détails sur tous les supports possibles, de la carte postale aux affiches publicitaires de la société Ricard. En 1907, sera mis en service un ascenseur payant pour faciliter l'accès aux passerelles. Je ne voudrais pas vous assommer de chiffres, mais sachez seulement que le pont transbordeur pesait 1400 tonnes, mesurait 241 mètres. Le tablier était haut de près de 53 mètres et pesait 390 tonnes. Les pylônes étaient hauts de 86 mètres et pesaient 480 tonnes. La nacelle mesurait 12 mètres sur 10, pesait 29 tonnes et sa charge maximum était de 36 tonnes. L'exposition coloniale de 1906, la troisième du genre organisée en France après celle de Rouen et celle de Rochefort-sur-Mer, fut en quelque sorte la rampe de lancement du pont transbordeur. Car tous les visiteurs venant du monde entier découvrirent avec émerveillement cette merveille de la technologie du XXe siècle qui, disait-on, était faite pour durer un millénaire, au moins. Elle se déroula du 15 avril au 18 novembre et amena près de 12 000 visiteurs sur le pont transporteur. C'est à Édouard-Marie Eckel, médecin marseillais, fondateur de l'école de médecine du Pharaon, que l'on doit l'idée de cette exposition. Le maire, Jean-Baptiste Amable Chanot, aussitôt séduit par le projet, l'adopta et la municipalité vota pour l'organisation de l'événement. Marseille faisait partie, en effet, des grandes villes françaises qui bénéficiaient de l'expansion de l'Empire français à partir de la fin du XIXe siècle. La manifestation avait pour objectif principal de présenter aux Marseillais et à l'ensemble des métropolitains les richesses de nos colonies et des différentes cultures qui s'y côtoyaient. Une cinquantaine de pavillons furent édifiés à cette occasion sur un terrain de 24 hectares sur lequel se trouvait le champ de manœuvre du Rouet. On pouvait y voir notamment les pavillons de l'Indochine, de l'Afrique occidentale, de Madagascar, de la Tunisie ou encore de l'Algérie.
L'entrée principale de l'exposition correspond à celle du parc Chanot actuel face au rond-point du Prado. De part et d'autre de cet accès, deux serres coloniales abritèrent des plantes exotiques, des palmiers et même des caféiers, cacaoyers ou plantes à caoutchouc. Une grande allée principale, bordée d'arbres, menait au grand palais, baptisé à l'occasion Pavillon des exportations, qui était le cœur de l'exposition. À l'intérieur, on pouvait y découvrir les diverses activités de la métropole et de Marseille, comme la savonnerie, la tannerie, le raffinage du soufre et du sucre. Quelques grandes maisons marseillaises n'hésitèrent pas à réaliser leurs propres stands, comme Noilly-Prat, le roi du vermouth, ou encore la maison Amer-Picon. Fondée par Gaëtan Picon et établie à Marseille depuis 1872, elle réalisa un pavillon très original de style oriental. Son apéritif, fabriqué à partir d'écorces d'orange, aura beaucoup de succès auprès du public, mais il ne sera rendu célèbre dans le monde entier que 20 ans plus tard par Marcel Pagnol avec son fameux problème des tiers. César à Marius. Pour la deuxième fois, je vais te l'expliquer, le picon citron curacao. Approche-toi. Tu mets d'abord un tiers de curacao. Fais attention, un tout petit tiers. Bon, maintenant, un tiers de citron. Un peu plus gros. Bon. Ensuite, un bon tiers de picon. Oh, regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Et à la fin, un grand tiers d'eau. Et puis voilà. Marius. Et ça fait 4 tiers. Exactement. J'espère cette fois que tu as compris. Dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais, imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça ne dépend pas. Même dans un arrosoir, on ne peut mettre que 3 tiers. Alors, explique-moi comment j'en ai mis 4 dans ce verre. Ça, c'est de l'arithmétique. Autre maison marseillaise qui réalisa son stand en 1906 et tirera fort bien son épingle du jeu, les pâtes alimentaires Rivoire et Carré. Entre avril et novembre 1906, ce sont 1,8 million de visiteurs venus du monde entier qui se bousculèrent dans les différents stands et allèrent de la surprise à l'émerveillement, dont d'éminentes personnalités militaires et artistiques, Lyoté, Gallieni, Félix Ziem, Auguste Rodin. Mais le point d'orgue fut sans doute la visite de son Altesse royale Preah Bat Samdash Sisowat Ier, roi du Cambodge, héritier du formidable empire khmer. C'était un ami de la France, et lors de son couronnement en avril, il avait été fait Grand Croix de la Légion d'honneur. Il fit fureur à Marseille, et le petit Marseillais du 12 mai 1906 souligna qu'il serait difficile de trouver un homme plus affable et plus sympathique. Avant de visiter l'exposition coloniale, le souverain se rendit au musée Longchamp, à Notre-Dame de la Garde, et emprunta le pont transbordeur qui l'impressionna beaucoup. Quoique de petite taille, il ne passait pas inaperçu. Il était vêtu d'un frac noir tombant sur le sampo, pantalon national cambodgien, au vaste pli de faille noire s'arrêtant aux genoux,
et il était chaussé d'escarpins vernis et de bas en soie noire. Il portait un chapeau melon noir, orné d'aigrettes de diamants, et tenait à la main une épée d'une grande richesse. Sisowat inaugura le splendide pavillon du Cambodge dans la section indo-chinoise de l'exposition avec sa fameuse pagode des ruines d'Angkor, superbement reconstituée, et l'une des 54 tours ornées de 4 visages gigantesques du palais du Cambodge qui le laissa péa d'admiration. Il faut savoir que comme tous les monuments de l'exposition reconstitués en matériaux légers à base d'éléments métalliques démontables et récupérables, cette tour n'était pas destinée à perdurer au-delà du temps de l'exposition. Mais ce qui a frappé surtout le roi à son arrivée à Marseille, à bord du paquebot de la Compagnie des chargeurs réunis, l'amiral de Kersin, c'est, écrit le Petit Provençal le 12 juin 1906, le nombre et la puissance des navires, l'importance, l'étendue et l'outillage des ports. Au Grand Palais, une grande fête de nuit est donnée le soir du 14 juin avec des danses traditionnelles khmères, mais aussi des chanteurs de l'Alcazar. Parmi eux, on reconnaissait notamment Francis Dufort, chanteur réaliste dont la notoriété dépassait le cadre local et qui avait quelques semaines plus tôt chanté quelques-uns de ses grands succès. Le zouzou, c'est un épicier, les filles mères, des airs sur une musique de Jacques Otto, bien oubliée aujourd'hui. Francis Dufort fera partie, malheureusement, des 156 victimes du dramatique naufrage du transatlantique, le général Chanzy, en février 1910, aux abords de Minorque. Le roi sembla surpris par sa prestation, mais il tint à le féliciter chaleureusement à la fin de son mini-récital. Durant sa visite à l'exposition, plus de 50 000 Marseillais se pressaient dans les allées pour tenter de voir et acclamer le roi. Mais les Marseillais tombèrent surtout sous le charme des danseuses du roi, dirigées par la fille aînée du roi, la princesse Samprédy, qui exécutèrent la danse des nymphes dans la forêt. À Marseille, où elles resteront encore quelques semaines après le départ du roi, puis à Paris, elles eurent un tel succès que, pour la seconde exposition coloniale à Marseille en 1922, les organisateurs sollicitèrent du roi l'autorisation de leur retour. La générosité du roi et sa grande bonté émurent les Marseillais. Ainsi, offra-t-il 5000 piastres pour les sinistrés de la catastrophe de Courrières, dans le bassin houillé du Pas-de-Calais, dû à une explosion de grisou et qui avait fait 1200 victimes le 10 mars. À deux Marseillaises qui lui avaient offert un superbe bouquet de fleurs au cours de sa visite aux ascenseurs de Notre-Dame de la Garde, il offrit le lendemain à chacune d'elles une belle bague en or sur lequel était enchâssé un brillant, et au petit personnel de la préfecture, il octroya une gratification de 350 francs. En souvenir de ce roi si généreux et si simple, le conseil municipal décida, en mars 1909, de débaptiser la rue du Vallon de Montebello, dans le 6e arrondissement, pour lui donner le nom de rue du Cambodge. C'était bien le moins que l'on puisse faire. Le 15 septembre 1906, le président de la République, Armand Fallières, accompagné de plusieurs ministres, visitera à son tour l'exposition et admirera le pont transporteur. « Il était grand temps !» s'exclamèrent les Marseillais.
Durant l'exposition coloniale, plusieurs congrès se dérouleront dans la grande salle des fêtes du Grand Palais, dont le congrès des explorateurs polaires, sous la présidence du docteur Jean-Baptiste Charcot, et celui des sociétés savantes de Provence, sous la présidence d'honneur de Frédéric Mistral. L'inlassable défenseur de l'humanisme et de l'identité culturelle provençale évoquait souvent l'empire du soleil dont Marseille serait la capitale équidistante entre le Portugal et la Roumanie. Et son regard se portait aussi sur l'autre rive de la Méditerranée. Profondément respectueux des identités culturelles, il était particulièrement admiratif de la culture et des arts orientaux. Cette première exposition coloniale eut un tel succès que la ville voulut en organiser une autre pour l'année 1916, mais en raison des bouleversements géopolitiques du début du XXe siècle et de la Première Guerre mondiale, cette seconde édition ne se tiendra qu'en 1922. C'est pour cette dernière que le Palais des Arts, situé à l'entrée du parc, fut construit et que les magnifiques grilles actuelles de l'entrée du rond-point du Prado furent installées. Quant au parc Chano, c'est après la première exposition coloniale de 1906 qu'il vit le jour, la mairie de Marseille ayant acheté le terrain dès 1907 pour y organiser de nouvelles manifestations, comme par exemple l'exposition internationale des applications de l'électricité en 1908 ou le salon de l'automobile en 1913. Ces différentes manifestations, dont l'exposition coloniale de 1922 et la première foire de Marseille en 1924, vont contribuer à la notoriété mondiale du pont transbordeur, qui deviendra rapidement un objet d'attraction pour les visiteurs venus du monde entier. Bien avant que Marcel Pagnol n'y tourne sa célèbre trilogie, de nombreux réalisateurs de cinéma s'inspireront de lui. C'est ainsi que fut tourné, au début des années 1920, cet étonnant film burlesque muet du Hongrois László Moholy-Nagy, l'insaisissable Monsieur Montre-en-l'air, qui raconte une singulière chasse à l'homme en tramway et voiture qui débute à Saint-Menet, sur la route au bas de Marseille, et qui s'achève dans les pylônes et l'ascenseur du pont, ascenseur qui fut ajouté à l'ouvrage en 1907. Ce même cinéaste reviendra à Marseille en 1929 pour réaliser des photos et le film Marseille Vieux-Port. Toujours fasciné par le pont, il le qualifia de véritable miracle de la technique, d'une précision et d'une finesse exceptionnelles. L'historien pragois Siegfried Giedguion, spécialiste de l'histoire de l'architecture, écrivit à propos du pont transbordeur dans les années 30 : cette construction n'a pas valeur de machine, elle fait partie du paysage urbain dont elle constitue le couronnement fantastique. Mais le pont transbordeur reste toujours indissociable, et surtout indissociable, des films devenus mythiques de Marcel Pagnol, mais aussi des opérettes marseillaises de Vincent Swotto. Dans la revue Ça c'est Marseille, qui date de 1936, de Lou Villard et Albert Bossy, le pont transbordeur est célébré comme il se doit. Sur le pont transbordeur sera bientôt fredonné par tous les Marseillais. Je ne prendrai pas le risque de vous le chanter, mais en voici les paroles.
Sur le vieux pont de Marseille, il est un coin plein de fraîcheur, où la vue est sans pareil, et très utile surtout aux tendres amoureux, car ils y sont bien tranquilles. Nul ne s'occupe d'eux, ils s'y grisent, ils se disent des mots doux, qui les rendent heureux. On y voit un ciel merveilleux, c'est le pont transbordeur. Idéal, sans égal, sans brise, ce qui fait dire aux promeneurs: ah, quel bonheur sur le pont transbordeur! Tout s'éclaire, les lumières qui scintillent dans l'eau. Ah, quel bonheur sur le pont transbordeur, où le vent souffle venant des îles. Quand il fait chaud, on est bien mieux là-haut que dans toutes les rues de la ville. Et puis aussi, on peut le dire entre nous, c'est un endroit où les faux tabous peuvent sans peur s'aimer à la hauteur. Ah, connais bien sur le pont transbordeur. Dans le même temps, notre pont transbordeur sera immortalisé par les peintres, les photographes, les artistes et encensé par les grands écrivains et poètes, dont le Marseillais André Suarez, qui écrira: ô bond de fer, verre de métal, raies qui pêche le ciel, le pont transporteur est une voile, et l'homme qui croit y passer une mouche que guette l'araignée. Quant à Jean Cocteau, il célébrera le rayonnement obscur des fils de fer du pont transbordeur, semblable à deux douches d'encre noire en face du diadème des maisons aux teintes d'ossuaire et des masses plates de la citadelle des forts Saint-Nicolas et Saint-Jean. Lorsque j'évoque mes souvenirs d'enfance, écrira le cinéaste marseillais Paul Carpita dans les années 1960, mon cœur se serre. Des images incroyablement présentes, lumineuses, émergent du plus profond de ma mémoire, avec toujours en filigrane la silhouette majestueuse et imposante du pont transporteur. Arnaudin fixa la modique somme de 5 centimes pour le droit de passage des piétons et de 50 centimes pour les véhicules. Alors certes, il y eut au tout début les grincheux et les empêcheurs de tourner en rond qui poussèrent des hauts cris. Hérésie, provocation, autant d'arguments que l'on entendit dans leur bouche contre cette monstrueuse araignée posée devant les pierres roses des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas qui défigurent le Lacidon. En témoignent ces passages d'un billet signé sous le pseudonyme Le Petit Cireur, publié par Marseille Républicain et destiné à Ferdinand Arnaudin. Eh bien, soyons francs, monsieur. Le pont est très probablement une merveille de construction mécanique, mais il en est dit, il souille, il macule un paysage dont la Société des Amis de Marseille a vainement essayé de protéger la beauté contre le vandalisme des ingénieurs, sous le prétexte de relier entre eux deux quartiers auxquels le ferryboat suffisait jusqu'à présent. On a fait une chose qui poindra l'inutile au désagréable. Mais finalement, la raison devait triompher. L'œil allait s'habituer et le cœur suivre. Il y eut aussi ceux qui, à juste titre, se plaignaient du bruit que faisait sa structure métallique les jours de fort mistral et d'un certain nombre de nuisances qu'elle apportait. Il n'était pas recommandé de porter des habits neufs ou très chics quand on l'empruntait, car vous receviez assez fréquemment des éclaboussures d'huile utilisées pour lubrifier les rouages. Mais, dans l'ensemble, en dépit de ces quelques inconvénients, les Marseillais étaient très heureux, car leur pont transporteur
facilitait considérablement leur quotidien et c'était pour eux l'essentiel. Il permettait d'éviter les embouteillages et de gagner un temps précieux, puisque la traversée durait moins de 2 minutes. Et c'est ainsi que notre pauvre ferryboat connut une sérieuse désaffection dès 1906. Chaque jour, la nacelle du pont transbordeur assurait plus de 250 traversées, alors que le ferryboat n'en assurait que 25. Comme le déplorera plus tard Escartefigue, tous les Marseillais allaient au transbordeur, plus moderne que le ferryboat sur lequel ils n'avaient pas le mal de mer. La concurrence devint vite intenable et 2 lignes seront supprimées dans les années 20. Ne subsistera que celle que l'on connaît encore aujourd'hui. En 6 mois d'exploitation, à partir de Noël 1905, 366 000 piétons et 4 141 véhicules empruntèrent le pont transbordeur et 7 ans après son inauguration, il transbordait, à raison d'une moyenne de 250 traversées quotidiennes, plus d'1 million de passagers par an. Sa renommée grandissant, il devint le lieu de toutes les folies, de toutes les bravades, des défis les plus inouïs et les plus risqués. En juin 1908, devant une foule enthousiaste estimée à 25 000 personnes, le cascadeur Noé Grebe, qui avait déjà effectué plusieurs plongeons périlleux d'une hauteur de 40 mètres aux États-Unis, se lança du haut du tablier, mais dans une énorme gerbe d'eau, il fit un plat-ventre retentissant. Bien que grièvement blessé, il trouvera tout de même la force de bredouiller. Je suis crevé! Je suis crevé! S'il s'en sortit vivant, c'est sans doute parce que la bonne mère veillait sur lui. 2 ans plus tard, une jeune femme, dont je n'ai pu retrouver le nom, effectue le premier saut en parachute du haut du pont transbordeur. Elle précède d'une quinzaine d'années une demoiselle Favy qui expérimenta un parachute de sa conception en se jetant également du haut du pont. Puis, en octobre 1911, c'est le fameux aviateur Jules Védrine, célèbre pour son audace, qui, à l'occasion de la semaine de l'aviation se tenant au parc Borelli, passa par 2 fois sous le tablier aux commandes de son monoplan de Perdussin, sous le regard admiratif des Marseillais. Le transbordeur fascine aussi les amateurs de suicides spectaculaires, comme Lucienne Delény, la fille du contremaître dont la femme Anna tenait le buffet-restaurant perché à 52 mètres d'altitude et fréquenté par les amateurs de bouillabaisse et de langoustes. Autre candidat au grand saut, un jeune touriste allemand qui, à la suite d'une peine de cœur, avait choisi le pont transbordeur pour se supprimer en juillet 1911. Mais, au dernier moment, n'ayant pas eu le courage de se jeter dans le vide du haut du tablier, il préféra assurer en se jetant à la mer depuis la nacelle. Il fit donc une chute de 2,20 mètres dans les flots et fut aussitôt repêché et réconforté. En avril 1939, un jeune candidat au suicide, sans doute plus déterminé que le touriste allemand de 1911, réussira son coup. Il se présenta le 25 avril au guichet sud où il lui fut délivré un billet d'ascension par l'escalier.
après avoir traversé le tablier sur toute sa longueur, arrivé à la hauteur de la table d'orientation du Touring Club de France, il franchit rapidement le garde-corps d'une hauteur de 1,25 m de haut et se précipite dans le vide sans que personne ait eu le temps de le retenir. L'enquête permit d'identifier Fernand Cloud, fils d'un boulanger du boulevard Gazino, qui se jeta du pont à la suite, je cite le rapport d'enquête, d'un désespoir intime quelconque qui lui aura fait perdre la raison. Les tentatives de suicide ne furent pas toutefois très nombreuses sur le pont transbordeur, contrairement à celles de la Tour Eiffel. Puisque nous en sommes aux anecdotes liées au pont transbordeur, je voudrais vous en rapporter deux. La première porte sur celle que l'on appelait fille de joie. Bien que c'étaient plutôt des pauvres filles qui n'étaient pas très joyeuses malgré les apparences et se prostituaient pour survivre. Depuis 1878, 5 ans avant la fermeture des maisons closes du quartier de l'Opéra, le règlement général du service des mœurs de Marseille confinait les prostituées de la ville dans ce qui deviendra le quartier réservé, dans un périmètre bien défini, dans la vieille ville basse phocéenne, non loin de la mairie, où était implanté le fameux service antiseptique. Elles étaient plus de 3000, dont de nombreuses Allemandes, Espagnoles et Italiennes, concentrées dans la rue Pouterie. En 1920, les Françaises, ne supportant plus d'être ainsi confinées, se regroupèrent au bas de l'un des édifices les plus emblématiques de Marseille, le pont transbordeur, côté Saint-Jean, afin de manifester leur mécontentement. Mais, à chaque tentative, elles furent dispersées par la police, dans le meilleur des cas, ou arrêtées. Elles finirent toutefois par obtenir l'autorisation d'exercer ailleurs, dans des maisons de rendez-vous, comme celle du boulevard Herriot, près des arènes du Prado. La seconde anecdote, inédite, est tirée de la correspondance de mon père, Charles Camous. Nous sommes en 1938. Il était entré à 22 ans dans la police et faisait partie d'une brigade cycliste. Dans mon livre, Marseille des années 30, vous pouvez trouver un extrait de la lettre qu'il avait adressée à sa sœur, résidant à Nice, quelques jours après le terrible incendie des Nouvelles Galeries en octobre 1938. Dans une autre lettre, datée celle-ci du 10 décembre, il lui écrit: Marseille n'est plus la même depuis l'incendie meurtrier. Les gens croient dur comme fer qu'il s'agit d'un attentat et la suspicion s'est installée. Il y a 2 jours, nous passions avec ma brigade non loin du pont transbordeur lorsque plusieurs personnes sont venues nous signaler qu'un homme en pardessus gris et portant un grand cabas tenait des propos incohérents en interpellant les gens. Il disait que Marseille devait payer ses crimes et il parlait de faire sauter le pont. Nous l'avons interpellé alors qu'il se présentait au guichet sud où sont délivrés les billets d'ascension par l'escalier. Il n'avait pas de papier d'identité sur lui. Il était grand, brun et portait une fine moustache, comme de nombreux acteurs américains de l'époque. Et il me fit penser à cet homme mystérieux que beaucoup de gens avaient vu flâner dans le magasin quelques jours avant l'incendie. Je lui demandai d'ouvrir son sac. Il ne contenait que des vêtements usagés. Nous lui avons demandé ensuite de nous suivre, ce qu'il fit sans opposer de résistance. Il fut interrogé par nos collègues du commissariat. Lui, jusque-là si volubile, resta muet. Il fut ensuite examiné par des médecins qui conclurent qu'il n'avait pas toute sa raison. C'était un ancien maçon au chômage que sa femme avait quitté
et qui s'était mis à boire. Aux dernières nouvelles, il aurait été interné à l'asile Saint-Pierre. Fausse alerte donc, mais depuis les événements du mois d'octobre, les Marseillais vivent dans la méfiance, même s'ils ne le montrent pas. Je crois que notre bonne ville restera longtemps traumatisée par ce qu'elle a vécu cette année. Si, comme nous l'avons vu, il y eut quelques tentatives de suicide sur le pont transbordeur, les accidents furent heureusement assez rares. On peut noter celui survenu en mai 1914 sur la nacelle allant de Saint-Jean à Saint-Nicolas. Un passager, pressé sans doute de débarquer, traversa sur le cadre roulant de la nacelle et il ne vit pas une cordelle et une poulie en mouvement qui le décapitèrent sur le coup. Avant lui, en octobre 1907, c'est un cheval attelé à une charrette qui, dans une ruade, cassa la chaîne de protection et tomba dans le filet de sécurité, la tête dans l'eau. Malgré les secours intervenus rapidement, la malheureuse bête se noya. À la suite de cet accident, la sécurité fut renforcée et le calage des voitures attelées fut imposé. En 1913, on assiste au début de la TSF et un poste émetteur TSF est installé sur le pont. En 1913 également, au mois de mai, une tentative de meurtre se produisit sur la nacelle. Tout commença par une altercation à l'heure du déjeuner sur la nacelle accostant au quai Saint-Nicolas. Un certain François Simoni, visiblement éméché, agressa verbalement l'employé de service Henri Clamart. Il l'accusa, semble-t-il, de s'être adressé à lui avec arrogance et d'incompétence, pour ne pas avoir répondu à l'une de ses questions sur les caractéristiques de la nacelle. Le ton monta très vite. François Simoni s'écria qu'il méritait une belle bastonnade, encouragé par ses amis qui lui criaient « Tuez-le, tuez-le et jetez-le à la mer !» Et bientôt, les deux hommes en vinrent aux mains, et Simoni frappa l'employé à coups de poing et de pied. Henri Clamart fut rapidement secouru par ses collègues de travail et porta plainte. Il s'avéra, à la suite de l'enquête, qu'en réalité, tout était parti du fait que l'agresseur, qui avait déjà attaqué à notre employé 2 ans auparavant, était tout simplement mécontent, car la nacelle précédente ne l'avait pas attendu. En fin de compte, François Simoni, se rendant compte de la gravité de son acte, monnaya avec sa victime le retrait de la plainte. Au mois de juillet, ce même Henri Clamart, qui décidément ne semblait pas susciter une grande sympathie, sermonna en termes très vifs un passager qui avait jeté une bouteille vide à la mer. Celui-ci, ulcéré par ses remontrances, lui asséna un coup de poing et Clamart riposta en lui portant au visage un violent coup de trompette. La trompette servait alors à annoncer les embarquements et débarquements. Ensanglanté, l'agresseur revint quelques minutes plus tard avec 3 individus à l'aspect plutôt louche qui se ruèrent sur Clamart et le rouèrent de coups. Aussitôt 2 soldats et le watman se portèrent à son secours. Les agresseurs prirent alors la fuite en montant la rampe Saint-Maurice et on ne les retrouva jamais. La presse fustigea cette montée de la violence gratuite et certains journalistes appelèrent les Marseillais à se ressaisir et à s'unir comme l'ensemble des Français, d'autant plus que la situation internationale devenait préoccupante et la menace de guerre commençait à s'intensifier. Elle éclatera finalement en août 1914. En 1914, c'est aussi le début de la publicité dans la presse et sur les murs des villes,
Et à Marseille, l'on envisage, sur chaque côté de la nacelle du pont transbordeur, derrière les barres destinées au public, contre la balustrade, un panneau portant l'inscription Chocolat Meunier. À cette époque, c'était une innovation qui fut mal vue par les Marseillais et le projet fut vite abandonné. 10 ans plus tard, c'est un projet de publicité lumineuse qui est envisagé, cette fois en hauteur, sur le tablier du pont, une publicité pour les automobiles Peugeot. L'autorisation fut donnée par la préfecture, mais elle ne fut pas mise en application. Là encore, les Marseillais étaient majoritairement défavorables. Ils n'imaginaient pas alors l'envahissement de notre ville et de sa banlieue par des panneaux publicitaires à partir des années 50. Il faut bien l'admettre. Dès le début des années 1920, le pont transbordeur, publicité ou pas, ne fit plus recette. Ne servant plus que de décor de cinéma, il perdit peu à peu de son prestige et de son éclat, même si la plupart des Marseillais lui restaient attachés. La mort de Ferdinand Arnaudin en avril 1924, à l'âge de 78 ans, n'arrangea guère la situation. C'est à contre-cœur qu'il avait décidé d'augmenter les tarifs, car l'entretien coûtait de plus en plus cher, et à la suite d'un incendie provoqué par un câble électrique qui s'était rompu sous la violence du Mistral en avril 1921, il avait fallu refaire toute la machinerie et réparer la passerelle. Sa famille se déchira pour les concessions des ponts à transbordeurs de Rouen, Nantes et Marseille, qui furent dispersés aux enchères. C'est à Renée Chibrac, veuve du fils de Ferdinand, que le pont de Marseille fut adjugé 553 000 francs. Mal entretenu, faute de moyens, ce joyau de la belle époque, qui résistait bien mal aux épreuves du temps, apparut à la fin des années 30 comme un survivant anachronique d'une époque passée. Où était son aspect grandiose de jadis? Quelle douloureuse déchéance! La Seconde Guerre mondiale, enfin, allait lui asséner le coup de grâce. En mai 1940, sur la demande du général Jean Père, commandant la garnison de Marseille, l'accès du pont est interdit au public jour et nuit. Les raisons étaient secrètes, mais il est probable que les autorités voulaient prévenir toute action de l'ennemi contre le pont lui-même et les deux forts qui l'encadraient. Après l'armistice, les motifs de cette interdiction n'existant plus, elle fut levée à la fin de juillet 1940. En 1941, Marseille devint la capitale de la résistance organisée en zone libre. Des embryons d'organisation de résistance se mettent lentement en place. Mouvement de libération nationale, MLN, du capitaine Henri Freinet, qui fusionnera avec un autre mouvement, celui de la Marseillaise Berthier Albrecht, pour donner naissance à Combat, groupe du général Cochet, organisation catholique, noyau socialiste groupé autour d'élus comme Félix Gouin, mouvement créé par des réfugiés qui avaient combattu le totalitarisme et se retrouvent à Marseille. Nombre d'entre eux sont des artistes, et beaucoup sont juifs, comme André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anne Segers, Marc Chagall, Max Ernst. C'est un tout jeune avocat marseillais, Gaston Defer, qui deviendra le défenseur de leurs intérêts. Henri Freinet organisera des réunions secrètes dans la ville
Et c'est sous le pylône nord du pont transbordeur qu'il rencontrera pour la première fois Jean Moulin, qui venait de s'installer à Marseille, à l'hôtel Moderne, au bas de la Canebière, où il restera 6 mois. Ces réfugiés, politiques, intellectuels ou artistes, commencent à se livrer à des activités clandestines. Et certains Marseillais se souviennent dès le début, les soutiennent dès le début, mais ils restent bien entendu minoritaires dans son ensemble. La population est derrière le maréchal Pétain. Toutefois, le climat change progressivement. De la ferveur, on passe bientôt au doute. Les Marseillais, de plus en plus nombreux, qui avaient acclamé le maréchal Pétain lors de sa première visite à Marseille en décembre 1940, comprennent insensiblement que Vichy ne leur dit pas tout, et ils commencent à écouter notamment la BBC et Radio Londres. Dans les bars du Vieux-Port, tout près du pont transbordeur, ou dans ceux du Panier, en buvant du pastis, du vin ou de l'ersatz de café, les Marseillais dévorent la presse locale, même si elle se contente le plus souvent de diffuser des nouvelles édulcorées et diffusables. Parmi tous les quotidiens imprimés à Marseille, le mot d'ordre occupe alors une place à part. Non pas en raison du nombre de ses lecteurs assez faible, mais pour l'originalité de son ton et son anticonformisme. Fondé par 2 parlementaires socialistes, Oscar-Louis Frossard et René Gounin, qui votèrent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il est autorisé par le gouvernement et, à mots plus ou moins couverts, il ne se prive pas de critiquer Vichy et la collaboration. Parmi ses collaborateurs, je voudrais citer, à partir de l'été 1942, lors de son séjour dans la cité phocéenne, le romancier Maurice Druon. Le futur prix Goncourt et auteur de la saga des Rois maudits était alors très jeune et il avait pris l'habitude d'écrire ses articles attablés au buffet et restaurant du pont transbordeur, qui avait connu son heure de gloire au temps du célèbre chef marseillais Gardanne dans les années 20 pour essentiellement ses spécialités de bouillabaisse et de langoustes à l'américaine. En parlant du mot d'ordre, ce fut, dira plus tard Druon, l'une des rares bouffées d'air à peu près frais que nous pouvions respirer chaque matin à Marseille. Si les Marseillais restaient majoritairement fidèles au maréchal, en 1942, les rangs de ses opposants grossissaient au fil des mois. Par ailleurs, reflet de la situation politique nationale, la tension entre la population et la gendarmerie monta d'un cran au cours de l'été. Les gendarmes n'étaient plus aussi bien vus qu'autrefois. On les accusait d'être à la solde des Allemands. Le 20 août, une lettre du major du port fut adressée, à toutes fins utiles, à l'ingénieur des ponts et chaussées pour lui signaler qu'un employé de la nacelle, Émile Chabert, s'était vu dresser procès-verbal pour outrage à la gendarmerie. En effet, il avait osé siffler les gendarmes pour les presser d'embarquer. Cet incident, relayé par la presse, indigna les Marseillais et l'employé reçut des dizaines de messages de soutien. 3 mois plus tard, le 11 novembre 1942, en réponse au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre, les blindés de la Wehrmacht se ruent vers la Méditerranée. Marseille et toute la zone libre sont occupées par les armées allemandes et italiennes. Cette occupation ne se fait pas sans heurts. Les incidents se multiplient. Ce ne sont souvent que des actes symboliques, tels la dégradation d'un monument aux morts à Roquevert, ou des fanions nazis accrochés au câble du pont transbordeur. Parfois aussi, ce sont des violences physiques, comme la tentative de viol d'une jeune fille près de Septembre.
l'attitude des soldats allemands inquiète. Contrairement aux promesses faites par le commandement allemand, des confiscations sont opérées au profit des occupants qui réquisitionnent hôtels, villas et écoles pour loger la troupe et s'emparent des entrepôts portuaires de Marseille et de La Ciotat, provoquant l'extinction presque totale de l'activité des ports. Mais ce qui choque peut-être le plus les Marseillais, c'est que les officiers allemands obtiennent gracieusement des places pour assister aux représentations de l'Opéra de Marseille et qu'ils se voient exemptés de paiement pour accéder au pont transbordeur. La pression sur la population ne fera que s'accentuer davantage au fil des mois, surtout lorsque survinrent les premiers attentats perpétrés à partir de janvier 1943 par les francs-tireurs et les partisans. Le 15 août 1944 a lieu le débarquement en Provence. L'armée allemande fait alors sauter la totalité des installations portuaires. Plus de 200 navires sont coulés et les sapeurs allemands dynamitent le pont transbordeur. En fait, seul le pylône nord s'abat dans les eaux avec la moitié du tablier. L'autre moitié restera en suspens comme un pitoyable moignon au-dessus des eaux, puis finira par s'écrouler en septembre 1945 à la suite de la mise à feu de 400 kilos d'explosifs disposés par les ponts et chaussées, provoquant la colère de nombreux Marseillais qui espéraient sa reconstruction. Il a été exécuté à l'aube. Titre sur une double page le magazine V. Consterné et amer, un journaliste du quotidien La France écrit: les Marseillais, peut-être, et à coup sûr ses usagers, déploreront sa perte. Durant toute la première moitié du XXe siècle, cet ouvrage métallique a été associé à l'image du Vieux-Port. Il reste dans la mémoire de nombreux Marseillais comme l'emblème d'une époque, souligne Gilles Reynaud dans une excellente étude qu'il consacra au pont transbordeur en 2010. Abîmait-il vraiment le paysage, ainsi que le prétendaient certains de ses contemporains? Question qui n'a plus de sens. Le transbordeur a disparu, concluait son article avec un certain fatalisme le journaliste de la France. La fin tragique du pont transporteur, qui enjamba le Vieux-Port pendant 40 ans et fut un atout touristique considérable de la ville, marqua pour les Marseillais la fin d'une époque. Une époque où l'on prenait le temps de vivre, celle de Marius, du bar de la Marine, des opérettes marseillaises de Vincent Scotto et des parties de boules qui mobilisaient le tramway. La fin d'une époque dont ils restèrent longtemps nostalgiques. La belle époque